Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. D'abord, je vous souhaite une excellente journée de mobilisation puisque nous allons probablement les uns et les autres nous retrouver dans quelques heures à battre le pavé parisien pour protester contre les dérives dites sociétales et essayer de défendre la famille et l'enfant à naître. Mais d'ici là, nous avons un programme plus spirituel, si je puis dire. D'abord, nous allons recevoir l'abbé Barthes. Comme la semaine dernière, nous allons parler de ce livre du journaliste Senez qui parle du schisme à venir dans l'Église catholique. Nous allons évoquer cette question du schisme potentiel dans l'Église. Et ensuite, nous recevons Pancras Malherbe qui vient nous parler du mouvement catholique des familles. Et donc nous nous retrouvons tout de suite sur le plateau de TV Liberté pour parler avec l'abbé Barthes de la question du schisme. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Dieu. Merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Il est beaucoup question en ce moment, tous les journalistes de la presse religieuse ou tous les journalistes religieux de presse évoquent la question du schisme, à propos notamment du livre qui fait couler beaucoup d'encre de Nicolas Senez, le journaliste de La Croix, qui vient d'écrire comment l'Amérique veut changer de pape. Et l'idée générale, c'est qu'il y a un complot, un vaste complot des conservateurs contre le pape, et donc pour préparer un schisme. Comment est-ce que vous réagissez à ce genre de complotisme? Oui, en effet, c'est très complotiste. Le personnage principal du livre, oui, dont il parle le plus, est Monseigneur Vigano, qui a voulu faire avec un putsch, on nous explique. Il le compare au putsch raté de cet officier général espagnol, Terrero, c'est ça, soutenu en douce par Carlos. Alors peut-être juste une petite pause publicitaire sur l'affaire Vigano. Je ne saurais trop vous conseiller, chers amis téléspectateurs, le petit bouquin que je viens d'éditer, mais qui n'a rien à voir avec moi, de Marco Tossati sur Vigano et le pape, qui est une excellente synthèse de cette affaire Vigano, synthèse un peu moins délirante que celle de Nicolas Senez. Oui, c'est ça. Fin de la page publicitaire. Étant certainement un des meilleurs vaticanistes qui soit actuellement. Oui, absolument. Oui, alors Senez a fait lui-même sa publicité de son livre auprès du pape, c'est-à-dire que dans le voyage d'aller et dans le voyage au retour du pape en océan Indien, Madagascar et autres. À l'aller, il a présenté devant les autres son livre au pape, qu'il a reçu avec grande joie, et qui, dans la conférence de presse qui a suivi, a parlé du thème du livre. Donc le pape a accroché sur ce thème du schisme, ce qui est étonnant. Absolument. Avec un thème du style, si les Américains veulent faire un schisme, c'est pas moi que ça... Voilà, ça me dérange pas. En gros, ça me fera pas de pleurer. Voilà, donc c'était d'ailleurs très injurieux vis-à-vis des Américains. Absolument. Le pape, c'est ce qu'il fait quand il lance des choses comme ça. Il n'est pas parti. Et au retour, même chose. Il a reparlé de ce thème du schisme, mais cette fois en élargissant le champ schismatique et en l'étendant aux rigides. Autrement dit, à ceux qui l'attaquent, notamment sur Al-Maurice Laetitia et sur le synode, le cas d'Albert, etc. Donc, alors, pour précision, chers amis téléspectateurs, les rigides, c'est ceux qui croient que le mariage n'est pas un truc facultatif, que les sacrements... indissoluble, que les sacrements, on ne fait pas n'importe quoi avec. Que la discipline de l'Église latine qui veut que les prêtres ne se marient pas, qu'on ne demande pas de marier, c'est pas juste une lubie de Grégoire VII au passage. Voilà, et un certain nombre d'autres choses semblables. Et il a développé ce thème en disant en effet que le schisme ne lui faisait pas peur, ce qui est très étonnant. Alors peut-être juste une précision quand même, parce que le pape a une mission sur Terre, pas 50, une mission sur Terre qui consiste à maintenir l'unité de l'Église, l'unité doctrinale d'abord, mais l'unité en général, et l'unité de l'Église, ça veut dire donc résister autant que faire se peut à toute forme de schisme. Oui, voilà. Et donc qu'un pape dise qu'il n'en a rien à foutre du schisme est en soi hallucinant. Hallucinant. Mais si vous voulez, c'est sortez si vous n'êtes pas content. C'est ça ce que ça veut dire. Mais en outre, en débinant, si je puis dire, les schismatiques en question, c'est parce ils sont ceci et cela, ils sont trop, rigides, trop cléricaux, etc. Et par le même coup,
c'est tous les schismatiques du monde qui sont... Non, c'est très anti-œcuménique. Parce que les orthodoxes, les pauvres, hein, qu'est-ce qu'ils ont... Enfin, ils ne sont pas sanctivisés. En effet, ils ne l'étaient pas. Mais en rigueur de terme, ils étaient aussi visés, bien sûr, et les protestants. Ouais. Et donc, voilà, donc, ce qu'il a dit, et qui ne recouvre pas une réalité réelle. Alors, on parle aussi du schisme d'Allemagne. Beaucoup de journalistes, comme ceux de la Croix, justement, disent un risque de schisme en Allemagne, Figaro, etc., parce que les évêques allemands ont des propositions très avancées, très radicales dans l'organisation de l'Église. Et dans la doctrine. Parce qu'ils vont très ils vont loin. Extrêmement loin. Mais tout ça n'est pas vrai. Enfin, bien sûr, les Américains n'ont pas envie de faire schisme. Bien sûr, les rigides, entre guillemets, qui ne sont pas rigides du tout, n'ont aucune envie de faire schisme. Au contraire, bien sûr, les Allemands n'ont aucune envie de faire schisme. Absolument. Ils veulent rester dans la maison et pousser aussi loin que possible leur proposition. Et ils savent qu'ils peuvent le faire, notamment à cause de l'argent. L'Église romaine, aujourd'hui, vit par les subventions des Américains, les schismatiques, et par les Allemands. Voilà. Oui. Donc, on ne leur fera rien. Avec deux positionnements radicalement opposés. C'est-à-dire qu'en gros, l'Église d'Amérique est une Église ratzingerienne qui cherche à restaurer... En majorité, on va dire. L'image générale, évidemment, tout ça... Pour l'instant, tant que les évêques ne seront pas trop remplacés. L'idée générale, c'est l'Église des États-Unis est une Église ratzingerienne qui préférerait une forme de restauration... ou de réforme de la réforme, et l'Église d'Allemagne est une Église révolutionnaire, entre guillemets, voulant renverser le pseudo-ordre de Vatican II pour repasser à un ordre... Oui, pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Voilà, c'est ça. Ça va pas très très loin non plus quand même. Je pense que c'est... Oui, ils vont quand même assez loin sur les questions de défense de la vie, sur les questions de mariage... Sur les questions doctrinales, oui, il n'y a pas de doute. Ils sont hérétiques. Non, mais je veux dire, sur les questions d'institutions, ils ne sont pas fous. Il faut quand même que la boutique tienne. Or, c'est ça qui est le plus fort. C'est qu'elle continue à tenir et elle est faite pour ça. C'est-à-dire que, désormais, les pasteurs dans l'Église, c'est terrible à dire, mais ce ne sont plus ceux qui tranchent, disent la vérité au nom du Christ, mais ceux qui gèrent la diversité. Quelle diversité ? Ceux qui apportent de l'argent aussi, par ailleurs, accessoirement. Bien sûr, mais qui gèrent la diversité. Les États chez eux, le pape pour tout le monde, les Américains, les Français. Un évêque dans son diocèse, il gère une diversité qui est très diverse, avec des gens qui peuvent croire des choses complètement différentes, qui ont leur créneau. Voire opposés. Donc, la vérité, c'est que donc il n'y aura pas de schisme, malheureusement, parce que le schisme, il est déjà là. Nous sommes en état de schisme latent depuis pratiquement un demi-siècle. Et il serait bon que ce schisme soit déclaré. Soit tranché. Mais on sortira de là lorsque les pasteurs, en effet, diront, voilà, un tel est catholique, un tel ne l'est pas. Ce qui serait un bienfait immense pour l'Église. Puisque nous avons, vous, moi et le cardinal Marx, la même carte d'identité catholique, mais nous ne croyons pas la même chose. Qu'est-ce que veut dire... En tout cas, je ne crois pas la même chose que le cardinal Marx. Je crois qu'on doit penser à peu près la même chose, vous et moi. Donc la communion ecclésiastique la communion de foi ne signifie plus rien. C'est ça qui est extrêmement grave. Et est-ce que vous pensez que l'institution peut perdurer au-delà de la faillite doctrinale, ou est-ce que tôt ou tard, la faillite doctrinale entraînera la faillite de l'institution ? De quelle institution ? Typiquement, le cardinal Marx est l'archétype de l'évêque hérétique qui ne croit pas à la même chose que l'Église catholique, qui apporte beaucoup d'argent à l'Église de Rome, ça a échappé à personne, mais qui ne croit pas, par exemple, qui ne croit pas que le mariage soit entre un homme et une femme de façon indissoluble. Est-ce que vous pensez que l'effondrement doctrinal que représente le cardinal Marx va entraîner l'effondrement de l'institution de l'Église en Allemagne, ou est-ce que vous pensez que ça peut perdurer indéfiniment, en fait Indéfiniment, certainement pas, mais l'Église en Allemagne, comme en France, c'est déjà effondré. On vit, on est après le chaos, surtout dans un certain nombre de diocèses français. En Allemagne, c'est évident, en Suisse, en Belgique, c'est pire. Donc, on est prêt, et ça continue, alors on ne sait pas jusqu'à quel point ça va continuer. Mais si vous voulez, ça peut continuer en soi, pourquoi pas, puisque justement, on est dans un système anglican. L'anglicanisme, ça dure depuis des siècles. On n'y croit plus à rien maintenant, même plus en Dieu. Mais ça
c'est quand même une église avec ses institutions. En réalité, pour que les choses vraiment évoluent, et dans le bon sens et dans le mauvais, enfin dans la mesure où il y aura un effet, hélas, des schismatiques déclarés, il faut qu'on les déclare comme tels. Il faut donc que des pasteurs, que ce soit des évêques, des cardinaux, et puis à la fin un pape fassent ce travail. Ils le feront, puisque l'Église a les paroles de la vie éternelle. Mais pour l'instant, ils sont enserrés dans un système... j'ose pas trop dire idéologique, mais c'est un peu ça, disons, quelque chose qui se superpose à ce qui est véritablement l'Église du Christ, le magistère du Christ. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous arrivons au terme de cette émission. Chers amis, je ne saurais trop vous conseiller de prier pour l'unité de l'Église. Évidemment, l'unité de l'Église, c'est d'abord l'unité de la soumission à la parole du Christ. Tout à fait. Et il ne s'agit pas de défendre l'unité pour l'unité, il s'agit de défendre l'unité pour promouvoir la même doctrine et la répandre sur la terre entière. Évidemment, on n'en est pas exactement là. En tout cas, chers amis téléspectateurs, merci de vous joindre à nous pour cette prière pour l'unité de l'Église et pour ce qu'on disait jadis, liberté, exaltation de la Sainte Mère Église catholique. Pour l'instant, elle est humiliée et elle est tout sauf libre. Elle est enserrée dans les liens du trafic le plus épouvantable. Mais évidemment, ça ne durera pas aussi longtemps que les impôts directs et nous pouvons espérer qu'elle se libère et qu'elle propose la parole du Christ au monde entier. Merci, Monsieur l'abbé. Merci. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission. Nous recevons aujourd'hui Pancras Malherbe. Bonjour Pancras. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes délégué général du mouvement catholique des familles. C'est quoi le mouvement catholique des familles ? Alors, le mouvement catholique des familles, c'est un mouvement qui est né il y a une petite vingtaine d'années à peu près, sous l'impulsion de quelques familles de la région de Lyon qui ont porté leur réflexion sur la situation d'aujourd'hui à l'égard des familles. C'est-à-dire que les familles aujourd'hui vivent dans un contexte un petit peu difficile, que ce soit très peu favorable. Voilà, que ce soit au niveau économique, culturel, politique, etc. Et en réfléchissant et en se référant à l'appel du pape Pie XII qui avait incité les familles à s'unir en un front solide, elles ont décidé de créer le mouvement catholique des familles, qui est un mouvement de famille et un mouvement axé essentiellement sur l'entraide. D'accord. Et qui est soutenu par des prêtres, donc c'est catholique. Voilà, le mouvement catholique des familles. L'aumônerie du mouvement est placée sous l'autorité de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. D'accord. Voilà, et c'est monsieur l'abbé Laurence qui est l'aumônier du mouvement. D'accord. L'abbé Laurence étant le patron, si je puis dire, de l'Institut Saint-Pédis, ou c'est plus le cas maintenant ? C'est plus le cas maintenant. Il a été effectivement directeur de l'Institut universitaire Saint-Pédis pendant des années. Maintenant, il s'occupe davantage de communication. D'accord. Et donc le mouvement catholique des familles existe depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, comme je vous l'expliquais, le mouvement catholique des familles axe ses principales activités sur l'entraide. Alors, on va avoir 3 commissions principales. L'entraide auprès de familles qui ont des enfants en situation de handicap. Donc nous avons une commission qui s'appelle Entraide et handicap. Des familles qui ont connu l'épreuve du handicap vont prodiguer leurs conseils aux familles qui sont touchées par cette même épreuve. Mais à partir de cette commission, on va soutenir des initiatives comme la fondation Sainte Jeanne de Valois, qui a une fondation abritée par la Fondation pour le logement social, qui a créé une maison d'accueil pour adultes handicapés à côté de Châteauroux. Donc ça, c'est un premier volet, l'entraide handicap. Un deuxième volet que nous appelons entraide éducation, qui vise à soutenir les familles qui font le choix de scolariser leurs enfants dans les écoles hors contrat, qui nécessitent un certain effort financier. Et donc, en fonction évidemment des ressources que l'association va avoir grâce à nos bienfaiteurs, on sera en mesure d'aider un certain nombre de familles en délivrant des bourses.
Voilà la deuxième activité. Une troisième activité axée en direction des jeunes. C'est la commission orientation et métiers. Donc nous avons une cellule qui organise tous les ans un forum des métiers en région parisienne. D'ailleurs, j'en profite pour donner la date. Le prochain sera le 7 décembre dans le 7e arrondissement, rue Albert de Lapparent. Un forum sur une journée où on va faire se rencontrer des jeunes étudiants, des lycéens, et des professionnels des ressources humaines et de l'orientation. D'accord. Voilà. Le mouvement catholique des familles a lancé il y a peu, ou il y a quelques mois, avec l'AFS, l'association familiale scolaire, un fonds de dotation. Pourquoi? Comment? C'est quoi l'idée? Voilà l'objectif en fait. Comme le mouvement catholique des familles s'est rapproché de l'action familiale et scolaire et a réfléchi à mener une action commune, toujours en direction des familles, en créant le fonds de dotation Frédéric Leplay. L'objectif, à terme, c'est de créer une fondation pour la famille. Le fonds de dotation Frédéric Leplay qui vient de faire son premier colloque, qui s'est passé donc le 5 octobre. Voilà, donc c'est aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Parce que, pardon, chers amis téléspectateurs, comme nous enregistrons à l'avance, c'est difficile, mais donc vous regardez l'émission aujourd'hui 5 octobre et le colloque est aujourd'hui. Donc si vous voulez d'ailleurs rejoindre le colloque, c'est... Rue Albert de Lapparent, dans le 7e arrondissement. Et donc l'idée du fonds Frédéric Leplay, c'est de faire en sorte que, au plan intellectuel et plus si affinité, si je puis dire, on aide les familles et on essaie de comprendre la place de la famille dans la société. Voilà, c'est ça, c'est d'avoir une notoriété au-delà de la simple association, en direction des familles, la défense de la famille. D'ailleurs, l'intitulé du premier colloque, c'est « Pour la défense de la famille ». D'accord. Vous avez d'autres axes de développement ou comment vous voyez les... Alors nous sommes organisés en cercle en fait. Nous incitons les familles qui souhaitent se former sur des questions d'éducation, sur des questions liées à leur quotidien finalement, à se rassembler toujours pour répondre à cet appel de Pie XII, s'unir. Parce qu'en s'unissant, on est évidemment plus fort, et puis on confronte nos points de vue, on peut échanger sur des problématiques, sur des sujets que les uns et les autres peuvent connaître, et les uns et les autres peuvent donner des conseils. Donc on incite au niveau local, aux familles, à se rassembler en cercle pour se former sous le regard du prêtre, parce que la vocation un peu du mouvement catholique des familles, c'est de se rassembler autour du prêtre, autour de la paroisse, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris on s'est placé sous le patronage de Notre-Dame de Pontmain, qui illustre bien cette idée d'union sous l'autorité du prêtre. D'accord. Le vieux Normand que je suis ne peut pas s'opposer au patronage de Notre-Dame de Pontmain, évidemment. Plus sérieusement, vous avez donc une activité de soutien en fait aux organisations locales de famille. Est-ce que vous avez une action nationale ou On a un événement national, c'est le congrès des familles qu'on organise une fois par an à côté de Châteauroux, à la Martinerie, sur le site de l'école Saint-Michel. Donc ça c'est vraiment le moment fort du mouvement. 3 jours de formation, d'amitié, d'échange entre les familles, avec un certain nombre d'intervenants sur un thème donné. Cet été, là, pour vous donner un exemple, le thème c'était famille et travail. Voilà, donc on a travaillé ce sujet-là et on incite nos cercles en local à reprendre le thème sur l'année pour le travailler plus en profondeur sur les différents sujets qui ont été abordés. Ça, c'est vraiment le moment fort. Au niveau national, on a la revue, on a 2 organes de communication qui sont destinés à nos adhérents. La revue Famille d'abord, où on relate les activités, où on relate les activités du mouvement, les activités notamment des cercles.
Et nous avons une revue destinée aux enfants qui s'appelle La Malle au mille trésors pour les enfants à partir de l'âge de 6 ans, enfin à partir du moment où ils savent lire, où ils sont indépendants au niveau de la lecture. Voilà, un outil pédagogique assez complet pour les enfants. D'accord. Juste une dernière question. Vous avez parlé de la FS tout à l'heure. Votre rapport avec la Cité catholique, c'est vous êtes des produits de la Cité catholique. Comment vous... Pardon pour cette question un peu boutique, mais... Mais écoutez, on essaye de prolonger en tout cas l'esprit de la Cité catholique. Donc l'idée, c'est de faire des cellules pour promouvoir la doctrine sociale de l'Église L'idée, c'est à terme la restauration d'une France catholique. Aujourd'hui, bon, la famille... Le projet me va bien. Voilà. Au moins, je le comprends. Pour être rapide. Très bien. Bah, écoutez, donc, chers amis téléspectateurs, si vous êtes chef de famille ou si vous avez une responsabilité familiale et que vous préoccupez de travailler à la restauration de la France catholique, je ne saurais trop vous engager à contacter le Mouvement catholique des familles qui travaille à ça déjà. Et donc vous serez sans doute les bienvenus dans cette action. Merci beaucoup Pancras, je suis désolé, le temps file trop vite, mais nous aurons l'occasion évidemment de nous retrouver à l'occasion sur ce plateau. Donc, Mouvement catholique des familles, peut-être juste votre site internet pour que les Oui, le site internet, c'est www.m-c-famille au pluriel.fr. mcfamille.fr. Merci beaucoup, cher Pancras. Bon vent au Mouvement catholique des familles. La semaine prochaine, donc c'est Jean-Pierre Maugendre qui animera l'émission. Nous nous retrouvons dans 3 semaines. D'ici là, que Dieu nous garde.